C'était ce que la vérité puisse éclater. Ok. En attendant cette enquête, l'enquête sur la mort du général Guéhi peut constituer une clé importante pour comprendre la crise de 2002. Le procureur militaire a annoncé que le cardinal Bernard Agré sera entendu. Précisons que selon son propre témoignage, dans le livre écrit par le journaliste Francis Tébry, il dit que s'il avait été là, le général ne serait pas mort. Son audition peut éclairer cette affaire, Antoine? Moi, depuis que l'annonce a été faite de l'ouverture d'une enquête sur la mort du général Guéhi, moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'il faut que les gens essaient de nous prendre un peu au sérieux. On a écouté un peu les déclarations du procureur militaire, et nous, on a même écrit à l'éléphant déchaîné qu'on est surpris que c'est maintenant qu'il en parle. Pendant 10 ans, il était procureur militaire, sur M. Babo Laurent. Je ne me souviens pas qu'il a une fois eu l'intention de faire une enquête sur la mort du général Guéhi. Pourquoi est-ce que pendant 10 ans, il a été procureur militaire sous M. Babo Laurent, il n'a pas voulu faire une enquête? Est-ce qu'on l'en a empêché? C'est une question d'opportunité. Oui, mais attends. Aujourd'hui, quand il en fait une sorte de récupération pour dire qu'on va faire une enquête, on va entendre telle personne, je dis c'est de la plaisanterie. On aurait pu dire aux Ivoiriens depuis 10 ans qui a tué le général Guéhi. Ils auraient pu faire des enquêtes. Maintenant, ils veulent le faire. D'accord? Le cardinal Agré, qui doit être entendu. Mais le livre est sorti il y a longtemps. Au niveau de quand j'étais à l'époque, on a fait une analyse de ce livre où on avait dit que c'était un condensé de contre-vérité qui avait été mis dans ce livre. Maintenant, pourquoi maintenant on veut entendre? Là, il a déjà dit c'est dans son livre. Qu'on lise le livre et puis bon, on prend acte. Maintenant, l'entendre en tant que général, il dit qu'il n'était pas là quand on tuait le général Guéhi. On va l'entendre, qu'est-ce qu'il va dire de plus par rapport à ce qu'il a dit dans son livre. Donc, moi, je pense que, et pour en revenir à la question de l'origine de la rébellion, je pense que c'est un serpent de mer. Il y a des débats qu'on ne devrait même plus faire parce qu'on ne saura pas qui a financé cette rébellion. On ne nous dira jamais qui l'a fait. Même si on a des soupçons sur des gens. Pour éclairer l'histoire. Oui, mais justement, mais on ne nous dira pas ça. Il faut qu'on se mette d'accord. On ne saura jamais qui a financé cette rébellion parce que personne n'a intérêt aujourd'hui à savoir, à faire en sorte qu'on sache qui a financé cette rébellion. Puisque ceux qui l'ont menée sont aux responsabilités de l'État. Une réaction, Célestin? La réaction par rapport à l'audition du cardinal Agré et par rapport au fait que ce soit maintenant que la commission, enfin une enquête soit menée pour déterminer qui a tué le général. Je pense que c'était une question de contexte. Hein. Le contexte sous l'Ancien Régime, certainement, ne se prêtait pas, puisque peut-être que ça n'arrangeait pas certaines personnes qu'en ce moment-là, on fasse l'enquête, que la vérité éclate. Peut-être que le contexte ayant changé, peut-être que maintenant, c'est opportun. Donc, il n'est jamais tard pour savoir la vérité. Maintenant, l'audition du cardinal Agré, je ne crois pas qu'elle puisse changer grand-chose. Hein. Grand-chose. Peut-être que lorsque le cardinal dit, si j'étais là, peut-être qu'il ne serait pas mort. Bon, mais je ne sais pas peut-être qu'il allait dissuader ou bien peut-être qu'il allait aider le général à se cacher mieux. Je ne sais pas, mais en tout cas, je ne crois pas que son édition puisse changer grand-chose. Peut-être en tant que témoin, puisque on se rappelle que c'est de la cathédrale, d'après ce qu'on a écouté, on a lu, c'est de la cathédrale que le général aurait été extrait. Peut-être qu'en tant que cardinal, en tant que patron de la cathédrale, peut-être qu'il aurait empêché les militaires d'emporter le général Guéhi, peut-être qu'il aurait fait. La question de l'enquête, même de façon générale, il faut dire que l'ex-directeur de cabinet du ministre d'alors, Émile Boga Doudou, qui a été tué aussi dans la nuit du 18 au 19 septembre, a levé un point de voix. Il a dit que... Alain Dogou, il a dit, et nous avons publié récemment sa contribution, que les enquêtes ont été menées et que les résultats existent et que les gendarmes, les officiers de police judiciaire et consorts qui ont mené l'enquête sont encore bel et bien là et qu'ils existent. C'était plus par rapport au décès du ministre Boga Doudou. Oui, mais il a dit en fait que c'était une enquête de façon générale dans laquelle se trouvaient les circonstances de la mort du ministre Émile Boga Doudou. Et l'enquête était plus portée sur la responsabilité de la rébellion et que les enquêtes existent et que c'était par rapport, comme ils l'ont dit tout à l'heure mes prédécesseurs sur le plateau, c'était par rapport à l'opportunité. Parce qu'à l'époque, les acteurs, les visages bien connus de la rébellion qui étaient à l'époque dans un processus de paix avec le gouvernement d'alors, est-ce qu'il fallait sortir
les éléments qui accablent les uns et les autres, est-ce qu'il fallait faire taire les choses pour donner un coup de fouet? C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la question d'opportunité. Juste un mot dessus. Oui. Quand je parle de... Il faut que vous compreniez les Ivoiriens au sérieux, c'est de ça que je parle. Parce que moi, j'ai lu la déclaration que le ministre Mabry a faite et qui ont été reprises par le Nouveau Réveil hier, je crois, à sa une, quand il dit que le général Gueye a été conduit au domicile de M. Laurent Gbagbo, que c'est de là-bas qu'on a pu parler d'assassiner. Il a dit, mais pendant 10 ans, monsieur le ministre a été sous le régime Gbagbo, était avec le président Gbagbo. Comment peux-tu savoir une telle chose et puis continuer à travailler avec un tel homme? Permettez que je me pose des questions. Ouais. Est-ce que la vérité sur la mort du général Gueye est dans la seule bouche du cardinal? Est-ce que cette vérité-là, c'est dans cette seule bouche ou bien... Personne n'a dit ça. On en fait... Oui, c'est pour ça que je me pose la question. Ou alors, cette enquête va aller jusqu'à interroger tous ceux qui sont soupçonnés de détenir ne serait-ce qu'une petite parcelle d'informations. Si tel est le cas, l'enquête est la bienvenue. Mais si c'est pour un effet du sensationnel, je dis vraiment... Je crois que ça va commencer comme ça et faire des vagues. Il y a bien plus de personnalités qui sont mortes dans cette crise. Il y a eu Émile Boga Doudou, il y a eu rappelé tout à l'heure. Ok. Faut-il décloisonner les crises de 2002 et 2010 et les lire dans une approche continue? Comment analysez-vous la thèse qui voit en la crise de 2002 la racine de la crise post-électorale? Célestin? Oui, il y a toute une continuité. Il y a toute une continuité. Il y a eu des antécédents. D'abord, ça commence avec le coup d'État de 99. Donc, déjà, il y a eu le maniement des armes déjà. À partir du moment où, dans un système démocratique, on prend déjà les armes, ça crée des antécédents qui continuent en 2002. Et... bien sûr, la crise post-électorale de 2011 a été peut-être le point vraiment, le summum de la violence. C'est ce qui a commencé depuis 1999, qui a continué en 2002, qui a été achevé en 2011. Et donc, c'est quand même dommage qu'on soit obligé dans notre société, dans notre pays, on soit obligé de recourir aux armes, à la violence pour accéder au pouvoir d'État. Et tant qu'on prendra les armes pour prendre le pouvoir, il y aura toujours des antécédents. D'autres personnes aussi auront cette volonté-là d'utiliser les mêmes armes pour prendre le pouvoir. On voit aujourd'hui, il y a plein d'armes qui ont circulé dans ce pays. Depuis plus de 10 ans, on voit aujourd'hui les problèmes d'insécurité. Il y a des attaques par-ci, par-là. Le gouvernement peine vraiment à assurer la sécurité des Ivoiriens. Donc, il y a toute une continuité. Il y a un contexte qui, depuis 1999, continue aujourd'hui. Et cette violence-là, il faut qu'elle s'arrête. Je pense que c'est absolument clair. On ne peut pas dissocier ce qui s'est passé en 2002 de ce qui s'est passé en 2011. Ce n'est que le prolongement de la crise de 2002. Je voudrais vous ramener à la décision prise par la CPI de faire remonter les enquêtes en Côte d'Ivoire jusqu'en 2002. Le document qui a été publié, que nous avons publié in extenso dans notre journal, qui relate exactement les liens qu'il y a entre la crise de 2002 et celle de 2011. C'est le prolongement. On ne peut pas comprendre ce qui s'est passé en 2011 si on ne remonte pas à ce qui s'est passé en 2002. C'est l'impunité qui est née depuis 1999 dans ce pays, quand les gens ont pris les armes pour ramasser un président, et que des Ivoiriens ont salué ce acte. D'autres sont venus en 2002 pour poser un autre acte, que d'autres Ivoiriens ont encore salué, qui a conduit le pays petit à petit à un niveau où on a tous compris que finalement, pour exercer le pouvoir, il suffit de prendre une arme, de tuer des Ivoiriens, et puis on accède à un poste de ministre, après on devient président de ceci, cela. C'est ça qui a provoqué ce qui s'est passé en 2011. Donc il n'y a pas de dissension. Alors cette semaine, vos journaux ont fait parler de nombreux acteurs de la crise de 2002. Je voudrais retenir les propos du ministre Alain Lobognon qui a déclaré que c'est grâce à la magie du dialogue qu'il y a eu l'accord politique de Ouagadougou. Il ajoute que la porte reste ouverte. La Côte d'Ivoire est un pays de dialogue. En s'asseyant, on peut trouver solution aux problèmes. Alors est-ce que la crise post-électorale, malgré son caractère violent, ne peut pas passer par un schéma identique ? Moi, je dis, c'est tout mon souhait qu'on s'asseye, qu'on discute, que le dialogue prime sur tout ce que nous observons comme acte de violence. Mais je suis au regret de dire que c'est un balai d'hypocrisie qu'on observe jusque-là. Qui a véritablement envie de discuter au nom des intérêts de la Côte d'Ivoire? Tous les Ivoiriens. Oui. Qui sont ceux qui sont mandatés pour discuter, mais qui le font de façon objective et de façon désintéressée, ne regardant que la Côte d'Ivoire et l'avenir des enfants de ce pays.
Il y en a très peu. Donc sur ce fond de ballot d'hypocrisie, je ne vois vraiment pas comment est-ce que, sans se débarrasser des oripeaux, des oripeaux partisans, on peut aller à un dialogue franc et sincère. Marcoussis nous a montré que ce n'était pas franc et sincère. Ouaga nous a montré qu'également ce n'était pas franc et sincère parce que dans l'application même, il y avait des problèmes. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut ce dialogue, je dirais, surfait pour qu'on aille? Non. Je pense que pour l'instant, on a mis le Premier ministre Bani à la tête de la commission dialogue vérité et réconciliation. C'est lui qui porte les espoirs de la réconciliation. Je souhaite vraiment qu'il réalise ce rêve de réconciliation des Ivoiriens en amenant chacun des acteurs politiques et même non politiques à aller véritablement vers l'objectivité et la sincérité. Alors, M. Bani a reçu les politiques, les médias, la société civile, les religieux, les communautés étrangères, et tout le monde a fait ses propositions. On a retenu du leader de leader, pour parler ainsi, M. Mamadou Koulibaly, que la CDVR semble manquer d'argent pour faire avancer le processus de réconciliation. Question technique, est-ce que cela peut constituer un frein à son action? Il a épuisé 1 an et demi. Oui. Oui. Et pendant 1 an et demi, on a cherché de l'argent. Pendant 1 an et demi, M. Bani a essayé de tâter le terrain. Il a eu ses retours. Maintenant, il se pose un problème d'argent. Donc, il se pose un problème de volonté politique de donner l'argent à la CDVR. Absolument. Alors, M. Mamadou Koulibaly lui a suggéré de commencer par les discussions entre les hommes politiques comme alternative, parce qu'ils ne se parlent pas et ils vivent dans la méfiance. On n'a pas besoin d'argent pour ça. On n'a pas besoin d'argent pour ça, mais pour revenir à la CDVR, je pense que on a noté quand même une précipitation. On venait à peine de sortir de la crise, on met sur pied cette commission-là, et peut-être qu'on n'a pas pensé à ce qu'elle devrait faire et que ces activités avaient besoin de moyens conséquents pour être exercées. Donc c'est ce qu'on constate aujourd'hui. On observe aujourd'hui que pendant 1 an, plus d'1 an qu'elle existe, il y a des observateurs qui disent qu'elle n'a rien fait, elle n'est pas visible, elle ne communique pas bien, on ne sait pas quel rôle elle joue. Donc je pense qu'il y a eu une sorte de précipitation dans la mise sur pied de cette commission-là, même si il fallait qu'on discute, il fallait que les Ivoiriens discutent, dialoguent entre eux. Et effectivement, pour le dialogue politique n'a pas forcément besoin de moyens, dans la mesure où aujourd'hui ce qu'on constate, et c'est ce que je pense, il faut que l'exécutif veuille véritablement dialoguer avec l'opposition. Parce que vous vous rappelez l'observation que j'ai faite lorsque, en 2002, il y a eu la rébellion. Je pensais que le président Gbagbo, en ce moment-là, s'il avait discuté directement avec la rébellion, ce qui a été fait finalement avec les accords, le dialogue direct à Ouagadougou, je pense qu'on aurait gagné du temps. Donc aujourd'hui, peut-être que c'est de demander à l'exécutif de vouloir dialoguer franchement avec l'opposition. Alors c'est une question d'étape. Les propositions qui ont été faites à M. Bani, c'est de ces propositions-là que le chef de l'État devrait tirer les grandes décisions que nous attendons. Alors en cela, l'interrogation que vous portez sur votre journal EDIP m'intéresse. Vous vous êtes demandé, mais que peut faire le président Ouattara face à ce que vous avez qualifié de préalable du FPI? Oui, effectivement, il y a des préalables. Le FPI dit qu'il faut libérer d'abord le président Gbagbo, il faut faire venir ceux qui sont en exil, il faut libérer les prisonniers qui sont là. Ce sont des préalables. Le FPI, dans son entendement, des préalables non négociables. Mais en même temps, le président Ouattara qui a le devoir de faire tomber l'impunité en Côte d'Ivoire, qui a également le devoir de montrer sa face de sincérité aux Ivoiriens qui le regardent, est-ce que lui, il peut faire quelque chose face à ces préalables? Qui ressemble à la peau? Oui, c'est une façon de le dire. Moi, je pense que, vous savez, la résolution de notre crise manque de sincérité de la part de nos hommes politiques. Ils ne sont pas vraiment disposés. Parce que qui n'a pas envie d'aller à la paix? Mais c'est ce que nous voyons. Et regardez un peu ce qui se passe. Par le passé, on a contraint, si vous voulez, on a demandé au président Laurent Gbagbo d'user de solutions politiques. On l'a même amené à user de l'article 48. Et on a vu des personnes
qui par le passé, sous les régimes passés, n'ont pas pu être candidats, comme le président Alassane Ouattara a pu être candidat. Le président Henri Konan Bédié, qui était forclos du fait de son âge, a pu être candidat. Ça, c'est des solutions politiques. On a vu également, lorsque le président Laurent Gbagbo a pris le pouvoir, le président Bédié et le président Alassane Ouattara étaient en exil. Il s'est évertué à les ramener en Côte d'Ivoire et à leur donner une rente viagère. Est-ce que vous voyez? Parce que la Constitution indique qu'il ne fallait pas qu'un Ivoirien soit contraint à l'exil. Donc, eu égard à tout ce qui s'est passé, même s'il y a quelques flottements qui sont critiquables, est-ce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, les tenants du pouvoir aujourd'hui, ne peuvent pas faire la même chose? Est-ce qu'ils ne peuvent pas envisager ces solutions politiques-là pour faire venir les Ivoiriens qui sont en exil, au lieu de les traquer avec des mandats d'arrêt, pour faire sortir ceux qu'ils ont arrêtés, qu'ils sont emprisonnés. Non, je vais finir. Ceux qu'ils ont emprisonnés ici en Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils ne pouvaient pas les faire sortir, envisager des solutions politiques, que de se cacher derrière un voile épais de la justice? Parce que ce qui nous a été donné de voir, d'entendre régulièrement, c'est que la réconciliation, certes, mais la justice. Tout le monde se cache derrière la justice. Il faut aussi... Pourtant, nous voulons aller à la paix. Un instant, on a contraint le président à prendre une loi d'amnistie. Mais est-ce que ceux qui sont là, ils ne peuvent pas le faire? Moi, c'est vraiment une interrogation. Mais je dis aussi, un instant, je dis aussi, on peut avoir les arguments qu'on a, mais il est important aussi de passer par la justice. Oui, bien sûr, il faut passer par la justice. Maintenant, quand la justice doit se déployer, il faut qu'elle se déploie pour tout le monde. Regardez, la commission d'enquête vient de livrer ses résultats. La commission d'enquête a dit, dans les deux camps, il y a eu des massacres. Et jusqu'à présent, ce qu'il est donné de voir, c'est la commission d'enquête qui a été mise sur pied par le président Alassane Ouattara lui-même. Cette commission a dit que dans les deux camps, il y a eu des massacres. Dans le camp du président Laurent Gbagbo, il y a eu des massacres. Dans le camp de ceux qui sont proches du président Alassane Ouattara, il y a eu des massacres. Mais ce qu'il est donné de voir aujourd'hui et qui choque, c'est que c'est dans un seul camp, on recherche des coupables et qu'on les emprisonne. Mais la commission d'enquête, on attend l'accusation, même si c'est 500 morts ou bien 700 morts, comme on nous le dit, que ce n'est pas autant de morts que ce qui a été commis dans le camp du président Gbagbo. Au moins, il faut rechercher ces coupables et il faut les inculper. Ok. Célestin Nyozian. Je vous ai dit qu'on ne peut pas faire de réconciliation sans justice. Hein. Il y a eu des personnes qui ont commis des actes ignobles, ils doivent être jugés. La justice doit suivre son cours. Je me rappelle, lors du passage du chef de l'État à l'Ouest, il a dit que la justice suit son cours. Peut-être après, si quelqu'un est condamné, que le chef de l'État peut user de son pouvoir. Il avisera. Oui, il avisera. C'est le terminé, ça clair. Et puis par rapport au cas de l'ancien président Laurent Gbagbo, ce préalable, je ne sais pas, à partir du moment où l'ancien chef de l'État est à la CPI, je me demande si les autorités ivoiriennes peuvent encore aller intervenir au niveau international pour le faire revenir. Donc, je pense que c'est un dossier qui est clos. Il faut peut-être raisonner sur d'autres sujets. Par exemple, faire venir les Ivoiriens qui sont en exil, d'accord. Mais dire de faire venir l'ancien chef de l'État, ça va créer quand même... Alors justement, un instant. Célestin, vous me donnez l'occasion de vous interroger par rapport aux travaux que vous faites sur l'éthique des médias. Et en entendant sur ce plateau tous les propos, et ce que vous avez lu dans la presse, comment on peut être éthique en contexte post-électoral? Donc, post-crise, pardon. En fait, je ne pense pas que le journal, il y ait des moments, des périodes pour être éthique. Le journaliste doit respecter son code d'éthique et de déontologie en tout temps, que ce soit en période de paix, en période de guerre. C'est-à-dire, il y a des règles de métier qu'il faille respecter en tout temps. Peut-être qu'en période de crise, notamment durant la crise post-électorale, on a vu des journalistes qui ont fait vraiment des efforts pour faire sortir leurs journaux. Ils ont utilisé des technologies, il y a des journalistes qui ne pouvaient pas aller dans les rédactions, qui sont restés à la maison, qui ont envoyé des emails, donc qui ont travaillé. Donc la question d'éthique n'est pas une question de contexte, de conseil de paix, de crise. Il faut être éthique en tout temps, en ce sens. Mais si je prends un raccourci pour dire comment vous qualifiez les défauts de la presse,